Osez entreprendre. Osez entreprendre. Bonjour à tous et bienvenue au rendez-vous des entrepreneurs. Devenir son patron, gérer son entreprise, générer de l'emploi, contribuer à l'économie du pays sont des valeurs nobles qui apportent satisfaction. Donc, Osez entreprendre décortique les mécanismes de création entrepreneuriale et vous donne la parole à vous, chefs d'entreprise, mais également aux porteurs de projets pour partager avec nous vos expériences et aussi motiver ceux qui se cherchent encore. Chers auditeurs, vous pouvez intervenir dans l'émission en appelant sur le numéro Togocel qui est le 91 09 71 71 ou sinon sur le Move 96 61 58 58. Ce matin, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau un entrepreneur créatif, comme il aime le dire. Il est diplômé d'une licence en communication et en sciences, c'est ça, en sciences de l'information et de la communication des arts. Donc, il a démarré sa carrière professionnelle juste après l'obtention de son diplôme à la représentation à la Banque mondiale au Togo. Donc, Monsieur Efi Sabouté devient PDG de son entreprise Gombo Studio, qu'il dirige depuis 11 ans maintenant. Donc, il est également associé, cofondateur de Elfree, le site internet que vous connaissez tous. Ne bougez pas, on revient juste après le jingle de notre invité de la semaine dernière, Monsieur Aimé Apédo du magazine Océan News. Osez entreprendre. Hello, moi c'est Aimé Apédo, directeur de publication du magazine Océan News. Je vous invite à suivre tous les samedis à partir de 11h l'émission Osez entreprendre avec Essi Mimi. Osez entreprendre, une émission qui donne la parole aux entrepreneurs pour parler de leurs services et produits. Si vous voulez être l'un des invités de cette émission, n'hésitez pas à prendre contact avec le service. Osez entreprendre. Bonjour Monsieur Sabouté, bienvenue au rendez-vous des entrepreneurs. Bonjour Madame Essi. Donc nous sommes ravis de vous avoir avec nous sur ce plateau. Donc vous êtes entrepreneur et puis avec une licence en communication, donc vous connaissez déjà ce domaine. Donc racontez-nous un peu votre histoire, comment vous avez débuté et jusqu'en arriver là. Disons que j'ai commencé surtout à travers les BD avec l'équipe de ASEM, Kofivi, Ago Media, etc. C'était dans les années 2007-2008 où ASEM lançait son association de BDistes, etc. Et j'ai intégré le groupe en tant que coloriste. Au début, nous avions même pour habitude de vendre les BD en passant d'amphi en amphi. Je me rappelle à l'époque sur le campus. Ça fait déjà près de 14 ans bientôt, je crois. Wow. Et juste après ça, lorsque j'ai commencé à Isika, j'ai eu la chance d'être repéré par Cham, un artiste qui a fait les Beaux-Arts de Paris. Cham, c'est un artiste plasticien au Togo. Oui. Et il m'a dit, écoute, je fais quelque chose au CCF, aujourd'hui l'Institut français, sur Photoshop, et j'aimerais bien que tu puisses passer pour voir un peu ce que c'est. On sait jamais, ça pourrait te donner des idées, quoi. Et c'est ainsi que je découvre l'univers réellement Adobe, Photoshop, etc. à l'Institut français, et depuis je m'en suis plus séparé. J'ai commencé à faire des petites affiches ici et là. Vous savez, en langage, en jargon, en Côte d'Ivoire et en Centrafrique, on appelle ça des petits gombos. D'accord. Toute l'expression Gombo Studio, voilà, c'est ça. D'accord. C'est ça. Et j'ai commencé à travailler pour des artistes, j'ai travaillé pour Elam Vance, j'ai travaillé pour Phoenix, j'ai travaillé pour Omar B, et j'ai fait des pochettes pour plusieurs artistes en fait. Et ma notoriété a commencé à augmenter dans le milieu là en fait, en tant que graphiste, oui.
en tant que designer. Et suite à ça, j'ai évolué aussi côté scolarité, parce que j'étais inscrit à SIK et il fallait quand même que je finisse mon année scolaire. Donc après ma licence, j'ai réussi à avoir un stage à la Banque mondiale. C'était en 2010. C'était pas évident, hein, parce que à la base, on m'avait pas dit que c'était un stage de la sorte. On m'avait juste dit que j'irais faire des photocopies quelque part et tout. Fallait vraiment avoir une dose d'humilité et tout ça pour comprendre quand même que tu peux trouver quand même de l'or après dans tout ce qu'on te propose, quoi. Et c'est ainsi que à la Banque mondiale, après 9 mois, j'ai pu me faire une petite expérience dans le domaine international. Oui. Et concomitamment, en même temps, j'étais en train de mener une carrière de slameur. C'est là que je faisais la crème du slam au Paso, à El Paso, je crois que ça s'appelait comme ça, ouais. Et c'était avec un ami qui s'appelait Sando. Et on a commencé à organiser ce côté artistique, ce qui fait que ça a développé en moi un côté à la fois professionnel et à la fois artistique, oui, en fait. C'est ça. Et je suis la somme en fait de toutes ces expériences qui fait de moi que je suis spécialiste dans la communication et dans ma passion qui est surtout digitale, donc dans la com digitale en fait, surtout. Donc votre studio Gombo, le Gombo Studio, c'est une agence, qu'est-ce que vous proposez exactement? Comment ça fonctionne? Nous proposons tout ce qui est service digital, traditionnel bien sûr aussi, parce que nous sommes quand même dans un pays où la com traditionnelle, la communication traditionnelle, je vais dire les flyers, les panneaux que vous voyez en ville et tout ça, gère plus de 60% selon moi encore aujourd'hui, mais la com digitale est en train de prendre beaucoup d'expansion. Et nous sommes réveillés tôt, nous sommes réveillés depuis 2011, 2012, sans se rendre compte en fait que ça allait vraiment être à fond aujourd'hui. C'est beaucoup plus ce genre de services-là, présence digitale sur les réseaux sociaux, création de sites internet, création de stratégies, conseils, etc. Et là, nous sommes en train de démarrer les cours en août. Les cours en digital pour ceux qui aimeraient bien se former aussi et se forger en août bientôt. Et pensez-vous que les entrepreneurs ont compris l'importance du digital dans le business? Je pense que c'est irrémédiable, hein. Tant que vous êtes dans le digital, vous ne pouvez pas, en fait, tant que vous êtes même entrepreneur, vous ne pouvez pas vous passer aujourd'hui digital, en fait. 90% des business qui sont créés ont forcément une présence digitale, sinon elles risquent de mourir. Et les années à venir seront encore pires, vous voyez. Donc, je pense que c'est irrémédiable. Et beaucoup même ont préféré d'ailleurs même s'instaurer que dans le digital pour pouvoir performer et pour pouvoir essayer d'accroître leurs ventes. Et justement, la communication tradie, vous pensez qu'elle est morte? Non, pas du tout. Elle peut pas. Surtout en Afrique, elle peut pas. Tout est complémentaire. Nous sommes à 21% de pénétration Internet sur le territoire togolais. Nous sommes à 8 millions d'habitants actuellement. Et dans les zones rurales, nous manquons encore de connexions efficaces pour pouvoir dire que nous apportons des technologies un peu plus avancées avec des applications, etc. Donc, nous ne pouvons pas nous passer des affiches, des flyers, etc. Tout ce qui est papier physique pour communiquer à l'intérieur du pays. C'est pas... Donc en parallèle, donc vous devenez cofondateur du média togolais Elfree. En 2017, oui. Voilà. Et c'est quoi la particularité de Elfree? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que j'étais d'abord très impressionné par la régularité des articles sur Elfree. Elfree est né à peu près la même année que Gombo. A connu la même expérience, 2011, c'est enregistré en 2013, comme Gombo et tout ça, et c'était assez de coïncidence. Donc, j'ai abordé le fondateur, Brice Akogo Koblin, et je lui ai proposé, en fait, voilà, vous avez un média Elfree, et moi j'ai des connaissances en monétisation pour pouvoir monétiser votre média sur Internet, en fait. Et ce qui n'est pas très prépondérant ici au Togo, parce que la plupart des médias, en fait, monétisent de façon classique. C'est-à-dire que Nana FM leur remet un encart publicitaire et ils mettent ça en pub direct sur leurs médias. Alors qu'en fait, la méthode moderne, c'est que vous allouez vos encarts à une régie, et cette régie-là vous vend le CPM, ce qu'on appelle le coût pour 1000. Le coût pour 1000 vues. Donc si 1000 personnes ont vu votre
encart sur Elfree, par exemple, l'encart de l'antenne FM sur Elfree, vous êtes peut-être rémunéré à 0,22 €, qui équivaut à peut-être, si je dis n'importe quoi, peut-être 100 ou 200 francs, quoi. Donc, imaginez peut-être si vous avez un média qui fait 1 million de vues ou 2 millions de vues par mois, en fait. Ouais, ça fait beaucoup. Ouais. Donc, c'est dans cette optique-là que je lui ai proposé, alors, ok, je propose qu'on s'associe. Donc, je suis rentré dans son capital et en 2018, officiellement, nous avons commencé à collaborer. Je me rappelle même à nos débuts, on était à 50 000 pages vues par mois. Aujourd'hui, nous sommes à 500 000 par semaine, quoi. Soit nous allons jusqu'à 2 500 000 à 3 millions de pages vues par mois aujourd'hui. C'est énorme. C'est énorme, ouais. C'est énorme. Et justement, en quoi consiste, enfin, vous êtes cofondateur aujourd'hui, donc ça consiste en quoi exactement? Elfree, avec le fondateur d'Elfree. Donc, quelles sont les répartitions des rôles et les prises de décision? Justement, moi, je m'occupe de tout ce qui est monétisation, de marketing digital, de créer du trafic. Vous avez remarqué que depuis ces dernières années, il y a eu beaucoup plus d'agressivité sur le trafic, sur Elfree, beaucoup plus d'agressivité. Et puis, lui, il s'occupe que du contenu, en fait. D'accord. Donc, c'est un travail qu'une seule personne ne peut pas faire. C'est trop lourd pour un seul homme. Et c'est ça que nos jeunes entrepreneurs devraient comprendre, en fait. Aujourd'hui, ce que nous avons en accumulant en nos 2 expériences, ça vaut beaucoup mieux en fait si chacun était resté de son côté. S'il était resté de son côté, il s'est dit ah ouais non, moi c'est moi qui l'ai créé, donc je reste tout seul, je vais manger seul dans le bateau et tout ça. Et moi je dis ouais, moi j'ai pas besoin d'enseigner à quelqu'un ce que je fais, ça marche pas comme ça en fait. Et les jeunes Togolais ont peur en fait de travailler ensemble. J'ai l'impression parce qu'ils se disent en fait que ça se divise par 2, mais au fond ils n'ont pas compris. Ça se multiplie en fait. Ça se multiplie 2 fois plus que ce que vous auriez gagné si vous étiez seul. C'est ça. Et moi, je m'occupe que de la monétisation, du marketing et digital, etc. Et lui, il s'occupe de tout ce qui est contenu, stratégie de contenu sur le site, les articles, etc. D'accord. Et quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face en tant que... il faut dire qu'au début, c'était pas facile parce que c'était tout sorti de nos propres fonds. Dès qu'on a commencé l'association, ça a commencé même à devenir pénible. Et puis, je vous cache pas que, même comme tout entrepreneur qui s'associe, on s'est plusieurs fois même tapé dessus. Moi, ça, c'est partout. Je veux pas vendre du rêve à qui que ce soit, en fait. Et lorsque nous avons commencé à gagner du trafic, ça a commencé à monter, il y avait des grosses marques. En Amérique, on parle de licorne, en fait. Il y a des marques comme, des entreprises comme Canva, qui nous ont écrit une box pour savoir combien nous faisons l'article, parce que nous vendons les articles, ça s'appelle des articles sponsorisés. Donc, il y a Canva qui nous a écrit, il y a Spotify qui nous a écrit, il y a Agora Pulse. Bref, ce sont des licornes, c'est pas forcément si vous connaissez, mais ils ont quand même des grosses boîtes dans le milieu du digital qui sont très connues, des outils en fait qui sont utilisés par les digital marketeurs ou bien par les community managers. Et ces gens-là qui nous écrivent à nous, Togolais ici, c'était quand même impressionnant au début, vous voyez. On s'est dit, oh, on peut faire tout ça aussi. Donc nous y sommes. Et après, récemment, je sais pas si vous connaissez Abidjanet. Oui. Récemment, en décembre, j'étais en train de travailler sur SEMrush, qui est un outil, en fait, pour les marketeurs. Et je me suis rendu compte que nous avions le même trafic en décembre que Abidjanet, soit 1,9 million de visiteurs. Ah, autant. Ouais, sur les 3 derniers mois, sur le trimestre. Donc, ça fait octobre, novembre, décembre. Le même trafic. Alors que nous sommes à peine 8 millions d'habitants, avec 21% de pénétration Internet. Et eux, Abidjan, je ne me rappelle plus combien ils sont, mais je crois que c'est 4 fois ou 5 fois plus ce qu'il y a ici, quoi. Et justement, ces trafics-là, les gens viennent d'où? Les gens viennent beaucoup plus du Togo, de la France, de la Côte d'Ivoire. D'accord. Et c'est quoi les articles les plus lus Les articles les plus lus, évidemment, ce sont les articles de buzz. Vous savez, Arafat a fait ci, Arafat a fait ça. La mort d'Arafat a été un gros changement pour nous aussi. La mort d'Arafat, parce que c'est bizarre de le dire comme ça, mais il faut le dire en fait, parce que en fait la mort d'Arafat a été un mot-clé que nous avons possédé en fait, et qui fait que vous savez, quand vous avez un média, votre force, ce sont les mots-clés sur Google. Parce que si les gens tapent un mot-clé, ils vous retrouvent plus facilement par rapport à ce mot-clé, parce que Google vous a bien référencé. Quand je dis référencé, c'est-à-dire que Google vous a bien positionné sur son moteur de recherche par rapport à ce mot-clé-là. Et la mort d'Arafat a fait que, lorsque vous tapez souvent des questions sur Arafat, vous pouvez avoir des chances de nous retrouver parmi les premières recherches, en fait, à la première page de Google. Et ça a été vraiment quelque chose qui a attiré beaucoup de trafic. Nous avons
avons aussi d'autres... moi, je parle en termes de mots-clés. C'est-à-dire que cette interview en SE, c'est une formation, quoi. C'est-à-dire que je parle en termes de mots-clés. Nous avons, par exemple, le mot-clé sur... la plupart des buzz ivoiriens. Donc, il y a beaucoup plus de recherches sur ça. C'est pas parce que... Il y a pas de buzz au Togo. Il y a du buzz au Togo, mais les mots-clés sont pas assez recherchés. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de Togolais qui tapent, par exemple, Santrinos a fait quoi, Santrinos a fait ci. Vous voyez? Mais s'il y en avait plus, il y aurait beaucoup plus de trafic sur ça. Mais il y a du buzz aussi au Togo, autant qu'en Côte d'Ivoire. Ouais. Et en gros, la rentabilité du site, donc c'est par rapport aussi aux espaces publicités que vous vendez en ligne. C'est ça. Donc ça va de quoi l'habillage jusqu'au pavé. Justement, en fait, c'est assez différent. Cette méthodologie, c'est un peu l'ancienne méthode où on fait de la pub directe. Actuellement, ce qui se passe, c'est-à-dire que on vous donne une régie vous contacte et elle travaille peut-être avec Carrefour, Auchan, même Champignon, peut-être Togocom, tout ce que vous voulez. Et cette régie-là, en fait, reçoit du budget de ces annonceurs-là. Les annonceurs, ce sont ces entreprises-là qui viennent annoncer sur... voilà. Donc, cette régie vous contacte et vous dit, d'accord, moi j'ai tel volume d'impression, c'est-à-dire j'ai tel volume de pages vues à vendre. Si vous pouvez me fournir 2 millions de pages vues par mois, je vous vends, par exemple, Nike, ou bien je vous vends Togocom, je vous vends Move, n'importe quoi, à peut-être 100 francs CFA, les 1000 pages vues. Donc, nous arrangeons pour avoir l'impression, voilà, les 1 million de pages à la fin du mois et on récupère ce budget-là. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Non. C'est-à-dire que il y a 3 parties. La première partie commence au niveau des annonceurs. Au milieu, vous avez la régie. Et à la fin, vous avez les médias. Oui. Exemple, Elfree, par exemple. D'accord? Donc, les annonceurs, exemple, pourquoi Canal Box, prenons autre chose. On fait de la pub ici, en fait. Ouais, mais prenons, noms, hein. voilà, je vous jure. Je dis les noms comme ça. Mais, prenons n'importe quelle boîte. Oui. D'accord? Par exemple, Voltic, là. Encore un autre nom. Encore. Un annonceur, donc. Voilà. Et eux, maintenant, ils vont contacter la régie qui est au milieu avec un budget. C'est un peu le même système en fait que la méthode traditionnelle, hein, mais c'est que c'est sur le digital. Et ils vont contacter la régie et ils vont dire peut-être nous avons 100 000 francs CFA pour l'année. Oui. Donc nous voudrions par rapport à ces 100 000 francs CFA que vous nous fassiez de la pub sur Internet. Alors cette régie-là va contacter Elfree, va contacter d'autres médias et dit ok d'accord, si vous arrivez à me drainer tel nombre de pages vues, moi je vous vends la page vue à disons 100 francs. D'accord? Donc ce qui fait que pour compléter les 100 000 francs CFA, vous faites 100 francs CFA divisé par 100 francs, et ça fait 1000 francs. Donc, ça fait 1000 pages vues. Donc, si on arrive à faire 1000 pages vues, on récupère le budget des 100 000 francs. C'est que c'est justifié, en fait. Oui. C'est pas forfaitaire, en fait. C'est justifié. Nous l'avons mérité parce que nous avons effectivement fait les 1000 pages vues. Alors que l'ancienne méthode, c'était plutôt forfaitaire. C'était, dans notre jargon marketing, on dit empirique. C'est-à-dire qu'on estime que vous pouvez le faire, donc on vous attribue 50 000 francs pour le faire, on dit d'accord, c'est ce que vous gagnez par mois. Et c'est généralement en fait la méthode qui est utilisée en Afrique, parce que nous n'avons pas de technologie sur ça. Mais si vous avez la chance d'avoir de bons trafics, vous pouvez travailler avec des entreprises à l'international qui peuvent vous aider à converger maintenant même les statistiques de ceux qui sont ici en fait. D'accord. Et donc encore une question avant la petite pause. Donc vous qui avez commencé très tôt dans l'entrepreneuriat, donc quel conseil donnerez-vous à ces jeunes porteurs de projets qui hésitent? Moi d'abord c'est bizarre que vous en parlez parce que hier je suis en train de penser à un truc à nos débuts. Il y avait un homme fort du pays qui m'a abordé et qui m'a dit oui, j'aime bien ce que vous faites, moi ce que je vous propose c'est de vous donner un local, c'est de vous donner ici tout ce que vous voulez, un frigo, tout. Et en échange, moi je vous paye par mois et puis vous produisez que des articles chez vous pour les fouiller, etc. Et je me suis rendu compte que si j'avais été faible d'esprit, nous avions été, en tout cas surtout moi, j'avais été faible d'esprit, on n'aurait jamais évolué. Et la force de l'entrepreneur, en fait, pour moi, ça reste l'ignorance et le manque de matériel, en fait. Et le manque de
de ce qui pourrait faire l'aider à évoluer. Et ça, sa grande force. Sans ça, en fait, il ne va pas pouvoir fructifier dans sa tête les idées et pouvoir ruminer les idées pour pouvoir trouver une issue, parce que le cerveau est atrophié, parce que vous avez déjà tout à votre portée. Et nous avons dit non, nous allons nous débrouiller, il n'y a pas de souci, tout ça. Aujourd'hui, quand je vois ce qui aurait pu se passer, c'est ça. Donc, le conseil que moi j'ai à donner déjà aux jeunes, c'est de ne pas lâcher prise, de ne pas essayer de d'avoir le gain facile par rapport à des propositions aujourd'hui, parce que vous risquez de le regretter demain en voulant déjà avoir du confort dès aujourd'hui. Prenez le temps à chaque projet de mûrir comme il faut. Lorsque vous mettez du riz au feu, prenez le temps de laisser cuire le riz, qu'il soit bien cuit avant de pouvoir le retirer de feu. N'essayez pas de vouloir avoir tout maintenant, tout ça, c'est pas possible. Surtout ceux qui se lancent dans le digital, l'erreur qu'ils font, en fait, c'est justement qu'ils se disent qu'ils vont dans le digital pour pouvoir gagner là tout de suite. Mais là, à part voilà, c'est-à-dire que à part vous savez, le Internet, c'est grand. Il y a ce qu'on appelle, je ne veux pas appeler des gros termes techniques, mais il y a ce qu'on appelle la mauvaise façon, en fait, de gagner de l'argent sur Internet et la bonne façon. Et la façon limite. Genre, c'est juste au milieu, quoi. On parle de black hacking, je me rappelle plus, je suis un peu fatigué, mais. Et, voilà. Les mauvaises façons, c'est quoi? Black hat, voilà. La mauvaise façon, ça s'appelle le black hat. Oui. Et on parle aussi de white hat, c'est-à-dire que les façons légales, et il y a le gris hat, c'est-à-dire que c'est juste au milieu, en fait. Le gris, en fait, vous voyez. Et beaucoup de gens passent par les arnaques, les escroqueries, des petits trucs faciles. Ça va vite, hein. Et ça va très vite. Mais après, le problème, c'est que si vous êtes repéré, votre nom est taché à jamais, en fait. Ah, ça. Et tout ce qu'on entend tous les jours, c'est pas évident du tout. Et des projets pour Gombo Studio et Elfree? Pour Elfree, c'est toujours l'expansion encore plus à l'international. Nous sommes installés au Bénin, ça fait déjà 1 mois. Donc nous sommes déjà en train de gagner du terrain. Ça a commencé 1 mois, mais là je crois que nous avons déjà atteint les 50 000 pages vues, c'est énorme. Nous nous sommes installés, nous installons dans un pays parce que nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de trafic et il y a une demande. Nous comptons aller vers la Côte d'Ivoire en 2022. Par rapport à Gombo, là, le mois prochain, je commence les formations en marketing digital, en graphisme, parce que je suis aussi designer graphique et directeur artistique et brand identity designer. Donc, je commence des formations à partir d'août à la Bulle. D'accord. À la Bulle tous les samedis, et donc là c'est presque conclu, etc. Donc voilà surtout les projets à venir, mais c'est surtout la formation que vous mettez en avant, que je vais mettre beaucoup en avant pour pouvoir essayer de ramener beaucoup de frères à la cause. Ah oui. Voilà. Bah écoutez, les questions sont pas finies, hein. On va passer aux questions des internautes avec Faustin. Bonjour Faustin. Bonjour ici, comment tu vas? Ça va, merci. D'accord. Bonjour ici Effie. Bonjour Faustin. Apparemment, Effie Sabouté est très suivi sur les différentes plateformes, réseaux, etc. J'ai déjà une première question de Cynthia depuis Côte-d'Ivoire qui demande qu'est-ce que tu aimes de façon spéciale dans ton métier? Ce qui est impressionnant dans le métier de l'entrepreneur digital, c'est le fait que tu peux travailler pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, et en 1 heure, tu peux gagner tout ce que tu as économisé comme expérience, comme connaissance et tout ça durant ces 4 ans-là. En 1 heure. C'est-à-dire que tu peux travailler à connaître un domaine, tu fais une vente, et à la fin, en 1 heure, tu présentes ça, tu peux accumuler beaucoup de ventes. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, moi ce que j'aime surtout, c'est sortir du système. Je suis un petit rebelle, comme vous le savez, et j'aime pas tout ce qui te rend monotone. Mon cerveau n'est pas habitué à ça. Mon cerveau a été conçu pour éviter la monotonie. Et c'est surtout pour ça que j'ai voulu sortir des sentiers battus pour pouvoir gagner mon argent beaucoup plus en ligne. Pour éviter le gel en heure et tout ça, travailler sous quelqu'un et tout ça. Bien sûr, je suis consultant pour de grosses boîtes. Ça, c'est vraiment différent. C'est à l'international. Mais je voudrais surtout éviter cette monotonie où le système te dit tu te réveilles le matin, tu dois bosser ici, tu dois bosser ça, tu dois revenir et à la fin tu gagnes en fait ce pourquoi tu as bossé, qui te sert seulement qu'à payer ton loyer, tout ça. Et je me suis dit qu'il fallait quand même trouver une issue. Donc c'est surtout ça qui me passionne, c'est
cette idée-là, cette issue que j'ai eue à travers le digital de pouvoir m'évader. Mais je vous avertis, là, c'est très doux, comme on dit. Là, actuellement, quand je parle, mais ça n'a pas été évident comme ça. Quoi. Il y a toujours des difficultés, voilà. C'est beaucoup de galères, déjà une galère. Ok, on va repartir en même temps avec Hyacinthe, qui est un président d'association, qui demande pour vous comment créer un impact dans sa communauté. Pour créer un impact dans sa... J'ai écrit un carrousel dessus sur Instagram, mais pour créer un impact dans sa communauté, déjà, il faut apporter de la valeur aux gens. Il faut apporter de la connaissance. Il faut parler aux gens. Il faut leur dire des choses qu'ils veulent comprendre, qu'ils veulent savoir. Il faut développer leur cerveau, leur mindset. Il faut développer leur connaissance dans un domaine. Et une fois que vous aurez fait ça, vous avez créé un besoin. Et une fois que vous aurez créé un besoin, maintenant, vous pouvez leur proposer ce que vous voulez comme produit, etc., par rapport à ce que vous voulez vendre. Mais si vous n'apportez pas de valeur, vous dites, oui, moi, je connais par exemple, donnez-moi n'importe quel métier, n'importe quel domaine. La danse. La danse. Si vous n'apprenez pas aux gens déjà comment faire des pas, comment faire ci, en partageant des vidéos sur Internet, en partageant des cours gratuits, peu importe, même des petits conseils, les gens ne comprendront jamais à quel point vous êtes connaisseur dans ce que vous faites. Vous êtes un professionnel. Et beaucoup de gens ont peur d'apporter cette valeur-là gratuitement, d'apporter ces connaissances en disant non, je garde pour moi seul parce que en fait, non, mais non, c'est déjà sur Internet, mon frère. C'est déjà sur Internet. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de partager ces connaissances-là, créer le maximum de cours gratuits, donner beaucoup de conseils. Si c'est de la motivation, c'est du développement personnel, n'hésitez pas à motiver les gens autour de vous, dans votre communauté, pour pouvoir essayer de la grossir après, parce que c'est ces gens-là qui iront parler de vous et dire, ok, d'accord, cette personne-là, c'est une personne que je vous recommande parce que vraiment chaque matin, je l'écoute, elle me motive personnellement. Ok, je sais que tu es très suivi, je l'avais dit initialement. Et comment est-ce que tu arrives à fédérer en fait toutes ces communautés qu'il y a autour de toi en fans? Je dis seulement aux gens de s'abonner, mais j'ai pas besoin de dire ça aussi. Généralement, sur Internet, ça va très vite. Vous savez, j'ai commencé ma page en 2012 ou en 2013, je crois, avec un nom qui s'appelait « On me dit que c'est impossible de réunir 15 000 Togolais ». Et le simple fait que de donner le nom, on me dit que c'est impossible de réunir 15 000 Togolais en 2012, en 2013, c'était énorme. Les gens se sont dit, ah bon, qui a dit ça? Attends, je m'abonne. Vous voyez? Et en 2015, je crois, 2014-2015, genre après 3 ans, j'ai changé le nom de cette page en Efi Sabouté. Parce que à la fin, je parlais trop de façon personnelle, il fallait quand même changer le nom de la page pour éviter que les gens se croient que tu les prends pour des idiots. Donc j'ai été transparent, voilà, je m'appelle Efi Sabouté. Donc je me suis retrouvé avec Efi Sabouté, avec 15 000 abonnés, quoi. Et aujourd'hui, je suis à près de 25 000. Je discute trop fort avec Facebook là parce que les gens savent pas, mais je me suis fait pirater. Oui, ça arrive aussi à EFI. Je me suis fait pirater, Gombo Digital et puis EFI Sabouté par les Pakistanais. Ça arrive à tout le monde. Mais en fait là actuellement, Facebook est en pleine enquête pour pouvoir essayer de récupérer mes pages. Hier encore, ils m'ont écrit et je leur ai dit non, je peux pas laisser ça quoi. Parce que je me suis rendu compte que je n'ai pas autant de portée, les gens ne parlent pas autant de moi, mais la dernière fois, je me suis rendu compte que j'avais atteint plus de 3 millions de personnes en moins d'un mois. J'ai fait une publication sur les couples dans les stages prénuptiaux et tout ça avant le mariage et tout ça. Et ça a fait près de 15 000 partages. Et j'ai dit, ah quand même quoi. Ah quand même, c'est pas parce que je ne parle pas que de digital, excusez-moi, mais quand je parle d'autres choses aussi, les gens sont intéressés. Donc du coup, c'est aussi par rapport à ce que je communique, c'est comme ça que j'arrive à convertir ces gens-là aussi en fans, parce qu'ils se disent, oui, je me sens intéressé parce que je vais me marier bientôt, et ce qu'il est en train de dire là aussi m'intéresse. Je ne parle pas que de digital, parce que imaginez que vous êtes passionné par exemple de chaussures. Et imaginez que tous les matins, c'est ça que les robes que beaucoup font, vous parlez que de chaussures, vous parlez que de chaussures, mais les gens, ils auront vraiment, un moment, j'ai compris, j'aime les chaussures, vous aimez les chaussures, je vais en acheter, j'ai compris, mais à un moment, les gens, c'est des humains. Ils aimeraient se lever un matin et puis que vous leur parlez peut-être de votre café. Vous voyez un peu. Voilà. Maintenant, d'où vient en fait cette détermination que vous avez? Je pense que c'est surtout parce que moi aussi j'ai suivi des mentors qui étaient déterminés. Sur Internet, je crois que beaucoup de gens se lancent dedans, et c'est pas mauvais, c'est très bon, parce qu'ils ont suivi des mentors, des gens qui s'étaient lancés quelques années plus tôt qu'eux, et qui ont partagé une envie de vouloir communiquer comme ils le font.
qui ont partagé cette motivation-là. Et beaucoup de gens aujourd'hui que vous voyez, les nouvelles générations, même nos Instagrammeuses que nous avons localement ici, que vous likez et tout ça, c'est sûrement parce qu'ils ont vu d'autres Instagrammeuses, il y a quelques années, un tout petit peu plus tôt, partager leurs photos, faire des nudes, faire des photos vidéos osées, ou que ce soit des photos professionnelles dans n'importe quel sens. Vous voyez? Donc c'est justement pour ça que elles le font aujourd'hui. Si elles n'avaient pas vu ces exemples-là, elles l'auraient pas fait. Et c'est la même chose avec les gens qui travaillent dans le digital, c'est parce qu'ils ont vu d'autres personnes de ça qui ont partagé, qui ont su transmettre ces valeurs-là et cette envie de travailler dans le digital. Ok, super. Hein. Maintenant, une dernière question. Comment est-ce que tu arrives à trouver l'équilibre juste? Parce que c'est que tu es très, très, très chargé entre la vie professionnelle et la vie personnelle. C'est très bien de m'avoir dit ça parce que le jour de mon anniversaire, ma chérie m'a offert un livre qui s'appelle Vie professionnelle et vie personnelle. Et je pense que c'est pas facile. Ça, c'est une question, je vais te dire, la réponse, c'est pas facile du tout. C'est pas facile, mais je suis beaucoup plus stable aujourd'hui grâce à elle et grâce à ma famille qui est autour de moi aussi, parce qu'au début personne, en fait, je crois qu'ils se demandaient qu'est-ce qu'on allait faire de lui finalement, parce que le petit dernier il est sur internet. Mais en fait voilà, ils ont compris que voilà, je gagne bien ma vie aujourd'hui, tout ça par rapport à ça, et c'est surtout grâce à ma famille, je crois, qui est autour de moi, et que j'arrive à trouver. Après moi-même je sais que voilà, il faut arrêter quoi, c'est le week-end, repose-toi, il faut arrêter, même s'il y a des petits messages, souvent même je me donne le luxe de me mettre en off, de me mettre en mode avion, c'est pas toujours évident. Tu l'as vérifié parce que tu m'as dit que tu as tenté de me joindre plusieurs fois, donc c'est pas toujours évident. Et je connais les canaux par lesquels les gens me contactent professionnellement, donc je sais que quand je suis sur mon mail, bizarrement, tu m'écris et tu me dis par SMS ou bien par WhatsApp, et puis on a rendez-vous demain, il y a des fortes chances que je ne vois pas ton WhatsApp. Ouais. Tu m'envoies un mail, je te réponds tout de suite. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord, donc je le trouve surtout grâce à ma famille, je crois. Ah, super. Et je me mets mes garde-fous. Ouais. Merci Faustin. Merci. Merci. Donc place à la rubrique Impact Digital avec Valentin, donc qui est spécialiste. Vous allez vraiment parler le bon langage tous les deux. Bien sûr. Donc voilà. Bonjour Valentin. Comment ça va? Bonjour Essie, bonjour Effie. Merci d'être venu dans l'émission. Nous nous connaissons déjà. Bien sûr, sur Afro-Marketeur. Sur Afro-Marketeur, on a eu déjà à collaborer sur une formation, je crois. Et puis, bon, donc, j'étais très impressionné, il faut le dire. Il est très bon aussi. Ouais, très très impressionné. Je vous remercie, je vous en prie. Donc, bien entendu, moi j'interviens dans cette émission aussi, vu que c'est une émission consacrée aux entrepreneurs et qui a un volet consacré au digital. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir Effie Sabouté, qui est du domaine, et donc forcément on va avoir beaucoup de choses à dire qui sont intéressantes. Bon, vous avez globalement parlé de tout ce que vous faites dans le digital, ok, on ne va pas revenir là-dessus puisque vous êtes un professionnel dans le domaine. Moi, la principale question que je vais vous poser, la première, comment voyez-vous le marché aujourd'hui du marketing digital ou bien du digital de manière générale au Togo? Quand je dis comment vous le voyez, en termes de potentiel, en termes de perspective, et puis en termes de difficulté. D'accord. La première chose que moi j'ai à dire, c'est qu'il y a, je vais dire le bon et le mauvais. Voilà. Je commence par le mauvais. Le mauvais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bluffs. Il y a beaucoup de bluffs dans le sens où, c'est bien vrai, aujourd'hui nous avons des influenceurs, par exemple. Quand je prends le cas du marketing d'influence, il y a beaucoup d'influenceurs aujourd'hui, mais le problème c'est que même dans les influenceurs qu'il y a beaucoup qui ont des achats d'abonnés. Et ça, il faut le dire. Et moi, je suis dans le domaine, donc je vois ce qui se passe. Il y a beaucoup qui ont des achats d'abonnés, et il y a des entreprises qui ne savent pas vraiment comment ça marche, et qui vont seulement sur Instagram, et qui voient seulement le nombre d'abonnés qui a augmenté, et qui se disent, ah oui, c'est un influenceur, mais ça ne marche pas comme ça. Parce que vous faites prendre au jeu, en fait, du fait qu'on gonfle les abonnés, pour vous faire croire que j'ai du trafic, pour vous faire croire que j'ai des gens qui me suivent, et maintenant, moi, je prends le budget pour pouvoir faire de la publicité pour vous. Il faut que ces entreprises-là aussi comprennent maintenant qu'il y a des outils pour pouvoir démasquer, et comprendre que c'est voir est-ce qu'il y a beaucoup plus d'engagement sur les comptes. S'il n'y a pas d'engagement, vous n'avez pas besoin d'aller dessus parce que c'est des fake comptes. Engagement, pour ceux qui nous suivent, comme Effie vient de le dire, c'est-à-dire si vous avez un compte Facebook par exemple, avec 20 000 abonnés, et que vous partagez un article ou bien un contenu, et que vous avez à peine 10 likes, ça veut dire que vous avez beaucoup de
de suiveurs qui sont des faux, en fait. Donc, veut dire que le taux d'engagement n'est pas, on va dire, en adéquation avec le nombre de followers. Donc, veut dire que à ce niveau, bon, il n'y a pas. Parce que ce que dit ici est exactement vrai dans la mesure où, si vous avez des followers qui vous suivent pour le contenu, pour la valeur ajoutée que vous apportez, forcément, ils vous ont suivi, sont abonnés à votre page parce que les contenus que vous proposez les intéressent. Et donc, systématiquement, cette communauté est une communauté vraie et qui peut interagir avec tout ce que vous faites. Et donc, forcément, le taux d'engagement est beaucoup plus important. Voilà. Et le marché, je veux continuer le deuxième point. Donc, le deuxième point, c'est-à-dire qu'il y a maintenant les gens qui follow la masse, qui suivent la masse, mais qui ne connaissent pas la stratégie. Il y a des entrepreneurs qui se lancent, ils ne savent vraiment pas ce qu'ils vont vendre, ils ouvrent une page, ils ouvrent un média par exemple, mais ils ne savent pas exactement comment est-ce qu'ils vont finir par monétiser. Et à la fin, ça meurt. Il faut que vous commenciez déjà en sachant comment vous voulez monétiser ça. Vous ouvrez un compte Instagram ou une page Facebook, il faut que vous sachiez pourquoi vous l'avez ouvert, comment vous avez travaillé, la stratégie, la ligne éditoriale. Aujourd'hui, par exemple, je prends encore le compte Instagram parce que c'est un réseau que j'aime bien. Je vois beaucoup de filles, par exemple, se mettre à poil sur Instagram aujourd'hui au Togo, tout ça. C'est bien. Moi, franchement, je n'ai rien à dire. C'est votre corps, vous faites ce que vous faites. Mais, derrière ça, sachez que les gens qui le font aux États-Unis ou en France ont une stratégie derrière, ont de grosses marques derrière. Je connais une influenceuse qui a plus de 50 000 abonnés au Togo, qui a l'habitude d'être presque nue, mais aujourd'hui, elle travaille pour des marques de lingerie féminine. Maintenant, les autres filles derrière, qui veulent copier, est-ce que derrière vous avez des sponsors qui vont vous propulser? Parce qu'après, quand vous allez vouloir vous convertir pour aller dans un milieu professionnel, on va vous sortir cette photo-là, mais la personne va vous dire, mais c'est pas la carrière que vous allez choisir. Au début, comment se fait qu'aujourd'hui, vous voulez devenir chargé en com pour notre boîte, et ça n'arrange pas notre image. Vous voyez, ce qu'on appelle aujourd'hui le brand safety. C'est-à-dire que c'est cette faculté-là que les marques ont à enquêter sur vous pour voir si vous avez déjà fait des boards sur Internet, un bad buzz ou quoi que ce soit, avant de vouloir signer avec vous. Et s'il n'y a pas ce brand safety-là, c'est difficile. Donc, c'est bien. Vous pouvez avoir cette carrière-là. Vous proposez votre corps, etc., avoir des likes, mais tout en sachant qu'à la longue, vous avez quand même un manager ou quelqu'un qui va vous montrer vers des grosses marques de lingerie féminine ou bien des gros clips où vous pouvez apparaître et avoir un résultat en conséquence pour pouvoir gagner votre vie avec. Mais pas essayer de pivoter par rapport à ce que vous faites et vous voyez que ça marche ici, je vais ici, ça marche beaucoup plus maintenant le digital, être coach, donc je vais changer de filière. Mais non, ça marche pas comme ça. C'est un nom que vous allez porter depuis le début avec qui vous avez commencé. Donc, c'est ça. Maintenant, par rapport aux entreprises, le problème qu'il y a, c'est que, vous savez, au Togo, même en Afrique, quand vous voulez acheter de la pub sur Google AdSense, c'est-à-dire que c'est tellement moins cher parce qu'il n'y a pas beaucoup de mots-clés en concurrence. C'est-à-dire que je vais vous expliquer comment ça marche. En Europe, quand quelqu'un veut par exemple vous vendre ce téléphone-là, la personne va trouver le nom du téléphone et va aller sur des outils pour voir combien de mots-clés ont été achetés sur Google pour pouvoir acheter ça. Donc si quelqu'un tape la marque de ce téléphone-là sur Google, l'entreprise qui aura mis le plus d'enchères, c'est-à-dire que quelqu'un va dire, si quelqu'un tape voilà, la marque de ce téléphone-là, et moi j'apparais, je paye 2 € à Google. Ou bien disons ici, je paye 1000 francs par clic à Google si quelqu'un tape ça et clique sur voilà, mon site internet. Quelqu'un va dire à Google, non, moi je te paye 2000, tu me mets devant lui. Une troisième personne va dire à Google, non, moi je te paye 3000. Et ça coûte très cher. Et ça surenchérit. C'est un système d'enchères en fait. Ça. Au CPC. Le truc c'est que les entreprises, comme Effie vient de l'expliquer, vont en fait définir leur enchère minimum et puis leur enchère maximum en fait sur le mot-clé spécifique stratégique. De sorte que si les enchères montent et qu'ils sont toujours dans la fourchette qu'ils ont définie, ils sont toujours en fait dans la concurrence en fait dans l'enchère et donc ça monte. Mais le problème c'est surtout que au Togo, nous n'avons pas vraiment ce marché. J'ai cherché dans tous les domaines. Les petits enchères que vous allez trouver à la limite, c'est peut-être dans les domaines, dans le domaine de la voiture, l'immobilier, de l'hôtellerie.
L'hôtellerie aussi. Mais bon, en même temps, même dans l'hôtellerie, c'est pas, on va dire, les hôtels au Togo qui communiquent directement. On va dire, c'est les grandes plateformes du type Booking, du type Expedia, sur lesquelles en fait ces hôtels-là en fait sont référencés, qui du coup, en fait, en fonction de votre mot-clé que vous avez tapé, vont ressortir. Voilà. C'est pas en fait, c'est pas directement les on va dire les hôteliers togolais. Et il faut ça surtout parce qu'il faut le dire, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de mots-clés tapés aussi par rapport à leur domaine. Ici au Togo, quand vous voyez dans la zone. Ce qui fait que, le problème qu'on a ici au Togo, c'est que non seulement c'est moins cher parce qu'il n'y a personne sur le terrain, mais le problème c'est que même si vous achetez, finalement, qui est-ce qui vous... Sur qui vous comptez pour venir taper sur Google? Ils sont pas nombreux. Et le peu qu'il y a déjà, c'est pas assez suffisant pour les convertir maintenant en clients. Donc beaucoup se réfugient dans ce qu'on appelle le référencement naturel, qui n'est autre en fait que le simple fait de communiquer de façon organique, sans vouloir payer concrètement sur Internet, quoi, sans vouloir payer la pub Google Ads, etc. Voilà un peu les vérités. Et beaucoup d'entreprises pensent que communiquer dans le marketing digital, c'est juste ouvrir une page Facebook. C'est exactement ça. C'est pourquoi je posais la question en fait du marché, c'est-à-dire je vais revenir sur la culture. Pourquoi moi la culture digitale c'est un peu mon dada dans la mesure où je pense que si nous voulons réussir, c'est-à-dire il faudrait qu'on atteigne un niveau de vulgarisation de culture digitale. Quand j'ai dit la vulgarisation de la culture digitale, c'est quoi? C'est vrai, aujourd'hui, nous sommes en Afrique, l'Afrique a le plus fort taux de pénétration, en fait, en termes de mobile. Et au Togo, comme vous l'avez dit, nous avons un taux de pénétration qui tourne autour de 22-23% de la population. C'est vrai, on n'y est pas loin. Mais, on remarque une chose. Quand, en tant que, puisque nous sommes du domaine, vous proposez peut-être une stratégie digitale à une organisation. Souvent, vous pouvez entendre la question suivante qui est « Oui, mais bon, le taux de pénétration au Togo, il est à peine de 23%. Bon, comment est-ce que vous croyez? Est-ce que c'est pertinent ?» Moi, je vais dire ce que je réponds. Hein. Oui. Moi, je leur dis, c'est pas les 75% qui n'ont pas Internet qui doivent nous intéresser. C'est les 23% qui l'ont. Oui, c'est vrai. Et vous, aujourd'hui, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés c'est-à-dire dans votre démarche quotidienne vis-à-vis des entreprises, des organisations, parce qu'il y a ce travail, en fait, de sensibilisation, de culture à apporter dans les organisations. Est-ce que vous repérez également cette difficulté-là? Par rapport aux entreprises, je pense que franchement, la responsabilité nous revient à nous de pouvoir faire des formations, de pouvoir sensibiliser à travers des formations. Je crois que on en a parlé, c'est justement pour ça que j'ai décidé vraiment de m'y consacrer, parce que il faut dire aussi, nous les passionnés, nous sommes tellement dans notre bulle qu'à la fin, quand nous sortons, nous pensons que tout le monde a évolué au même moment où nous étions en train d'apprendre des trucs tellement avancés, et puis après nous sommes en décalage, en déphasage. J'ai connu cette avec le marché où j'étais tellement dans mon univers à moi seul, je disais oui, Google, je rentre chez moi et il y a ma mère qui me dit CPM. Je pas de quoi. Tu vois, c'est-à-dire que c'est à nous en fait d'apporter à la population ces informations-là, de pouvoir changer les mentalités. Et ça, c'est la première chose. La seconde chose, il faut aussi dire qu'on a eu beaucoup de chance ici parce que c'est grâce à la démocratisation d'Internet. Il y a eu une époque pour payer Internet à Lomé, il fallait avoir au moins 100 000 par mois pour pouvoir payer. Et maintenant, Internet c'est même accessible à 15 000. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont réveillées grâce à ça, grâce à nos FAI quand même, qui malgré tous les problèmes qu'on a quand même, je pense qu'il se débrouille quand même pour faire en sorte que beaucoup de ménages aient la connexion. Aujourd'hui, c'est fou quand je vois qu'avec notre génération, si vous dites aux jeunes d'aujourd'hui que ce que nous avions vécu il y a longtemps là, c'est-à-dire avant que tu étais à la maison, même c'était un rêve, tu vas en cybercafé, c'est à 1000 francs. Le débit à 56 K. Tu vois la petite à table, tu fais 2 heures, je me rappelle à l'époque, 1 heure pour ouvrir ta boîte, l'autre heure pour consulter. Tu as fait une telle 1400 parce que c'était à 700 francs. Donc c'était une époque où nous avions grandi dans ce qu'on appelle Internet c'est 2.0, 1.0 là. Oh ouais, 1.0. Je crois que c'est 1.0. Internet quoi, voilà. Le début d'Internet. Et là nous sommes dans le 2.0, nous allons vers le 3.0. Voilà. Ce qui nous amène vers l'Internet des objets, bien c'est encore une autre histoire. Donc par rapport à ça, c'est pour revenir à ta question, c'est vraiment à nous
de nous charger de dire aux entreprises, à travers ces genre d'émissions-là que la TAI est en train d'organiser, d'expliquer aux gens comment ça marche, comment est-ce que, voilà, il y en a qui vont nous écouter et qui vont sûrement prendre contact avec nous pour voir comment est-ce que je peux être comme vous, comment est-ce que je peux commencer. On va leur dire, voilà, suivez tes cours en ligne, vous pouvez déjà commencer par rapport à ça. Ces genre d'émissions-là qui vont déjà commencer à sensibiliser des gens et tout ça, qui vont aider aussi, voilà. C'est vrai que franchement, je félicite d'en avoir fait le Tata ici parce que c'est ouf de parler de cette émission-là comme ça et vraiment, le nombre de personnes qu'on pourrait encore changer, les mentalités qui peuvent changer grâce à ça, c'est vraiment intéressant. Tout à fait. Une dernière question, Effie. Ça, c'est la... Ici, on ne sait plus. Hein. Ouais, c'est Effie, non? Effie, c'est le masculin de Effie. Voilà. Donc, une dernière question, Effie. Aujourd'hui, vous avez Gombo Studio, vous avez Elfree, vous avez parlé de l'agressivité que vous avez sur Elfree. Et je vous dis vraiment félicitations parce que c'est un des médias aussi qui est vraiment très très bien référencé dans Google Actualité aussi, qu'on peut voir facilement, et donc franchement félicitations pour le travail et félicitations aussi pour la qualité du contenu que vous proposez. Quels sont vos objectifs? Vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez parlé de l'implantation au Bénin, vous avez parlé de l'implantation également en Côte d'Ivoire. Et au-delà de ça, quels sont, c'est-à-dire que Elfree, dans 3 ans, c'est quoi? Elfree, dans 3 ans, c'est quand même l'implémentation au moins dans 3 pays, selon moi, minimum. Se fixer des objectifs, mais pouvoir essayer d'apporter une méthode de recommandation des meilleurs produits, un média TV sur Internet, bien sûr, parce que la vidéo sera encore plus sollicitée dans les jours à venir, apporter beaucoup plus de croissance au niveau des formations auprès des gens à travers des affiliations, des recommandations sur Internet de tels produits, En termes d'affiliation aujourd'hui, est-ce que sur le marché, moi, j'ai regardé un peu ce qu'on peut faire en termes d'affiliation. Il faut dire que il n'y a pas beaucoup de deals en termes d'affiliation. Je ne sais pas, au niveau national. Après, au niveau international, je ne sais pas, vous qui êtes dans les médias et donc qui devez monétiser forcément vos contenus, quelle est votre perception là-dessus? Mais déjà, il y a pas, nous ne sommes pas dans l'affiliation encore, nous à Elfree. Et aussi, le problème, c'est que ici, il n'y a pas vraiment de technologie qui vont vous permettre de tracer les affiliations. Donc, tout se fait de façon classique. Donc, mais déjà encore même le classique, là, il n'y en a pas beaucoup qui l'organisent. Il n'y a pas beaucoup de deals, c'est ce que je veux dire. Et le classique marche comment? C'est-à-dire que, par exemple, si vous voyez une entreprise, par exemple, je prends Africube par exemple, vous voyez Africube et vous leur dites par exemple que voilà, si les gens achètent, vous avez un rabais avec le code Elfree55, vous avez 10% de réduction. Le nombre de personnes déjà même n'est pas aussi conséquent pour aller acheter, s'intéresser à ça. Voilà, c'est aussi dû au fait que l'e-commerce n'est pas encore totalement bien pas du tout. Pas du tout. C'est surtout parce que l'e-commerce n'est pas encore ça. Mais j'avais déjà prévu qu'il y aurait eu une e-commerce qui va se développer bientôt. D'accord. Mais justement, par rapport à ça, moi, personnellement, je me suis lancé maintenant comme nouvelle perspective, surtout l'étude vraiment d'une forme de e-commerce un peu plus conséquente, surtout en Afrique. D'accord. Merci Effie. Merci. Merci Valentin, à la semaine prochaine pour d'autres questions. On va passer à la rubrique Success Story avec Cathy qui va nous parler un peu de la révolution du jean. Donc voilà, écoutez, là on est au taquet, on attend. Bonjour Cathy. Bonjour Effie, bonjour à tous les auditeurs. Effectivement, ce samedi matin, je vais vous narrer la fabuleuse histoire du jean. En tout premier lieu, on peut se demander d'où provient le nom du pantalon le plus porté au monde, n'est-ce pas? Eh bien, le jean tient son nom d'un tissu robuste en toile de laine et de lin mélangé, confectionné en Italie au XVIIIe siècle. Il est alors utilisé dans la fabrication de voiles pour les navires et de pantalons pour les marins. C'est bien la prononciation anglo-saxonne du nom de la ville de Gênes qui donnera le nom de jean. Importée aux États-Unis, cette toile était avant tout utilisée dans la confection de vêtements portés par les esclaves dans les plantations de coton. Oui, vous m'avez bien entendu. À l'époque, cette sorte de salopette n'était pas particulièrement confortable, puisqu'elle se portait un peu comme une armure par-dessus les habits et avait pour vocation à protéger des coupures.
Dans les années 1860, avec l'avènement de la ruée vers l'or, le jean sera porté par des milliers d'orpailleurs. Remplacé peu à peu par la toile de Nîmes, plus souple, le vêtement devient plus confortable, ça c'est sûr, mais beaucoup moins solide. C'est pour compenser cette faiblesse que deux migrants européens auront l'idée du siècle. L'un s'appelle Lévi-Strauss et l'autre Jacob Davis. Le premier débarque aux États-Unis en 1853, à l'âge de 23 ans, avec dans ses bagages une énorme quantité de toiles de tente et des bâches pour couvrir les chariots, dans l'espoir de gagner sa vie en pleine conquête de l'Ouest. Cependant, les ventes se révèlent plutôt médiocres. Un pionnier lui explique que dans cette partie de la Californie, on n'a pas franchement besoin de toiles de tente, mais plutôt de pantalons solides et fonctionnels. Alors le jeune Lévi-Strauss se creuse des méninges. Il va changer son fusil d'épaule et décider de tailler des pantalons dans ces toiles de tente. Très risqué, mais un risque payant puisque le succès est immédiat. Lévi-Strauss s'enrichit dans le prêt-à-porter et l'industrie du textile. Jacob Davis, quant à lui, dirige une entreprise de filage dans le Nevada. Un jour, Davis répond à la demande d'une épouse de bûcheron qui souhaite faire fabriquer une paire de pantalons qui pourra enfin tenir plusieurs saisons. C'est avec la nouvelle toile développée par Lévi-Strauss qu'il lui coud un vêtement de travail. Mais en y ajoutant des rivets de cuivre aux jonctions des coutures des poches afin de le rendre encore plus solide. Et la voilà la bonne idée. Fiers de leur invention, les deux hommes s'associent et déposent ensemble un brevet qui leur offre le monopole du marché pour les 20 ans à venir. Naîtra alors le modèle légendaire, que vous connaissez encore maintenant, le fameux Levi's 501. À la levée du brevet, d'autres marques, aujourd'hui emblématiques de cette industrie, comme Wrangler ou Lee, se lanceront sans merci dans la bataille de la confection du jean. Une émulation qui offrira des améliorations techniques au niveau des poches, des coutures, des passants pour la boucle de ceinture ou encore, figurez-vous, la braguette. Et oui, c'est ça l'émulation. Au cours du XXe siècle, les vêtements en denim se popularisent au-delà des usines et des ranchs pour rentrer dans la garde-robe quotidienne de bon nombre d'Américains. Longtemps associé à l'image du cow-boy, le jean sera tour à tour symbole d'appartenance sociale, culturelle ou pièce maîtresse de la mode sans cesse renouvelée, jusqu'à devenir malheureusement victime de son succès. Effectivement ici, la surproduction et le système de délavage industriel nécessitant des milliers de litres d'eau entraînent un désastre écologique sans précédent dont nos deux compères et leurs concurrents n'avaient sans doute pas imaginé l'ampleur à leur époque. Alors après cette petite histoire, je pense que quand vous allez enfiler vos jeans, vous penserez à cette histoire et que quand vous le porterez, vous aurez au fond de vous toujours l'idée des tout premiers qui ont porté ce jean avant vous. Merci beaucoup Cathy, et puis à la semaine prochaine pour un autre portrait, parce que oui, c'est vrai que le jean, qui ne porte pas un jean, quoi. Franchement, ça a vraiment révolutionné, et bravo pour cette belle histoire. Donc le rendez-vous des entrepreneurs la semaine prochaine, donc aux entreprendre qui organisent son événement, donc ce qui s'appelle le rendez-vous des professionnels. Donc c'est vendredi prochain de 19h à minuit à Ment Hotel. Donc c'est après une journée de travail, venez partager et échanger avec d'autres entrepreneurs autour d'un cocktail dans une ambiance détendue et jazzy. Donc on vous attend, vous porteurs de projets, chefs d'entreprise et puis médias, venez partager avec nous ce moment et puis convivial, donc autour d'un verre à Ment Hotel. Donc c'est à Dijolet, pas loin du commissariat de Dijolet. Merci beaucoup, et puis aux entreprendre, c'est fini pour aujourd'hui. Vous aussi, si vous souhaitez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous téléphoner ou nous envoyer un email sur oserentreprenre228@gmail.com. Merci à Nestor à la réalisation, merci à First Digital Impact. Un gros bisou à ma famille. Je suis Essie Mimi sur Nana FM, la plus belle dame de Lomé. À la semaine prochaine. Bye bye.